Une blessure peut-elle radicalement changer un ou une athlète? On a tous un souvenir marquant de sportifs dont la trajectoire a basculé après une blessure lors d'un match ou un combat, alors qu'ils étaient parfois au pinacle de leur carrière. Ce type d'événement a toujours fasciné l'être humain et nourri la dramaturgie depuis des millénaires. D'ailleurs, connaissez-vous le mythe du héros tragique? Vous pensez sûrement que non, or je suis persuadé que vous pouvez identifier 2 ou 3 personnages marquants qui hantent notre imaginaire collectif. Allez, je vous aide un peu. Achille, figure classique issue du style que l'on appelle l'épopée, est souvent considéré comme exemple de héros tragique, à l'instar du roi Oedipe, de Macbeth pour Shakespeare, ou même plus récemment, d'Anakin Skywalker chez George Lucas. Ce concept apparaît dans la tragédie grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Elles étaient représentées pendant les fêtes religieuses de Dionysos et constituaient un genre dramatique central de la culture grecque. À l'époque, elles mettaient en scène des personnages mythologiques confrontés à des catastrophes morales ou existentielles. Les 3 grands dramaturges associés à la tragédie classique sont Échille, Sophocle, Euripide. Le modèle théorique du héros tragique est ensuite formalisé par Aristote dans son traité poétique, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce texte est la source principale utilisée aujourd'hui pour analyser la tragédie. Selon ce dernier, c'est la représentation d'une action grave qui suscite pitié et crainte afin de produire une catharsis, soit un effet de purification produit sur les spectateurs par une représentation dramatique. Dans ses écrits, Aristote en donne une définition claire. On retrouve un personnage de rang élevé, généralement un roi, un prince ou un héros mythologique, qui n'est ni parfaitement bon, ni totalement mauvais. Quelqu'un dont la moralité est proche de celle de l'audience. Car un personnage trop vertueux ne doit pas tomber dans le malheur, et un protagoniste extrêmement mauvais ne provoque aucune compassion. Sa chute est causée par une amartia, du grec amartanein, qui signifie manquer la cible. Aristote l'utilise pour désigner une erreur de jugement ou d'action qui provoque la catastrophe. Amartia n'est pas forcément un défaut moral, mais souvent une erreur tragique liée à l'ignorance ou à une décision mal informée. La chute de fortune, ou la péripétie, est un élément central de la tragédie qui désigne tout événement soudain qui change la situation du héros et opère aussitôt un revirement de situation dans l'action même du ou des personnages. C'est le passage brutal de la prospérité au malheur. S'ensuit anagnorisis, la prise de conscience, le moment où le héros comprend la vérité, son erreur et son destin. Puis vient la catastrophe finale. La tragédie se termine souvent par la mort, la ruine, la destruction morale qui amène à la catharsis. Le spectateur ressent alors pitié, peur, puis une purification émotionnelle. Aujourd'hui, les chercheurs distinguent 2 interprétations du héros tragique. L'interprétation classique d'Aristote, dans laquelle la chute est causée par une erreur tragique ou un manque d'information, et l'interprétation moderne, post-XVIIIe siècle, dans laquelle la chute provient d'un défaut psychologique ou d'un vice moral, beaucoup plus présente dans les œuvres littéraires ou cinématographiques actuelles. La vision moderne du héros tragique s'est construite entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, lorsque philosophes, critiques littéraires et dramaturges ont réinterprété la tragédie antique. Elle ne se limite plus au modèle d'Aristote exposé dans son traité. Aujourd'hui, dans les études littéraires, la narration et la philosophie, le héros tragique est généralement compris comme un individu dont les qualités, les choix ou la position dans le monde conduisent à une destruction partielle ou totale de lui-même. Le gentil Anakin devenu Dark Vador, vous l'avez ? Mais il faudrait sûrement plus d'un épisode de podcast pour pleinement expliciter le concept. En définitif, le mythe du héros tragique selon Aristote garde une structure très lisible. Un personnage emblématique ou un héros dont le destin bascule à la suite d'une erreur, réécrivant son futur et l'amenant à prendre conscience que rien ne sera plus jamais comme avant. Un récit fort et engageant qui force le spectateur de cette tragédie à éprouver à la fois pitié et empathie pour le héros. Concept littéraire qui malheureusement peut s'adapter au réel et au monde du sport. Peut décrire le parcours de nombreux athlètes ayant parfois fait prendre un tournant à leur carrière proche de la tragédie grecque. Certains ayant fini mieux que d'autres. Et c'est le cas de notre protagoniste du jour. Un héros presque mythologique dont la carrière dans les sports de combat a pris un virage forcé alors qu'il était au sommet de son art. Celui qui a tyrannisé plus d'un opposant sur les rings en kickboxing, en boxe et même en MMA, cumulant des centaines de combats dans plus de 5 catégories de poids, remportant ceinture et victoire de légende. Aujourd'hui, je vous présente la carrière et la vie stupéfiante de celui qu'on a nommé The King of the Ring, Monsieur Tyrone Spong. Vous écoutez Éternel.
Tyrone Clinton Spong naît le 3 septembre 1985 à Paramaribo, au Suriname, un pays d'Amérique du Sud situé entre la Guyana, la Guyane française et le Brésil. C'est le deuxième pays le moins densément peuplé des Amériques avec environ 600 000 habitants, ainsi que le pays ayant la plus faible superficie d'Amérique du Sud, environ 163 000 km². C'est l'une des régions du monde les plus riches en biodiversité, le pays couvre d'ailleurs 2% de la forêt amazonienne. C'est une ancienne colonie néerlandaise, appelée à l'époque Dutch Guyana, et qui a gagné son indépendance le 25 novembre 1975. C'est l'un des pays les plus multiculturels du monde, regroupant Hindoustani, créole afro-surinamais, javanais, marrons, soit descendants d'esclaves fugitifs, amérindiens, minorités chinoises et européennes. La langue officielle est le néerlandais, mais la langue la plus parlée est le Sranan Tongo. En 1975, quand le pays devient indépendant, près d'un tiers de la population émigre immédiatement aux Pays-Bas, de peur de l'instabilité. Entre 1975 et 1980, environ 300 000 Surinamais vivent aux Pays-Bas. En décembre 1982, Desi Bouterse, qui avait renversé le gouvernement 2 ans plus tôt, fait exécuter 15 opposants politiques à Fort Zeelandia, événement que l'on nomme December Murders. En conséquence de quoi le chef d'État est condamné internationalement, le pays se retrouve isolé et entre progressivement en crise économique et en guerre civile, incitant un grand nombre de citoyens à fuir vers d'autres pays afin d'offrir un avenir plus sûr à leurs enfants. Ainsi, dans les années 90, la famille Spong émigre vers les Pays-Bas, à Amsterdam, où ils vivront dans le quartier de Bijlmermeer, au milieu d'une importante communauté surinamaise et afro-caribéenne. Le petit Tyrone grandit dans un quartier défavorisé, se retrouvant souvent impliqué dans des bagarres de rue. Heureusement pour lui, il tombe très vite amoureux des sports de combat et commence sérieusement à s'entraîner en kickboxing à 13 ans, après s'être fait démolir à l'entraînement. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Pays-Bas deviennent dans les années 80-90 la capitale mondiale du kickboxing due à la convergence de 4 phénomènes. Tout d'abord, via l'influence japonaise, avec Jean Place, un combattant qui part s'entraîner au Japon, au Meijiro Gym, et ouvre une salle à Amsterdam vers 1975 important le style japonais. Puis, grâce à la culture des sports de combat, déjà bien en place spécialement en boxe, karaté ou judo, notamment avec Anton Geesink, champion olympique de judo en 1964. Mais aussi avec l'appui de la diaspora surinamaise immigrée qui verra éclore nombre de champions légendaires comme Ernesto Hoost, Rémi Bonjaski, Melvin Manoef, et plus tard, notre champion Tyrone Spong. Enfin, du fait de la création du Dutch Kickboxing Style, caractérisé par une étroite combinaison entre Muay Thai, des low kicks destructeurs et une agressivité constante. L'alliance de ces 4 facteurs verra dominer le Dutch Kickboxing pendant près de 20 ans. Particulièrement dans l'organisation japonaise du K1, où les Néerlandais dominent immédiatement, faisant naître des gyms mythiques du monde du pied-point dont les rivalités ont façonné bon nombre de champions se disputant la suprématie du ring. Le Meijiro Gym de Jean Place avec les célèbres Peter Hertz et Rob Kaman, le Shakuriki Gym de Tom Harink, un ancien du Meijiro avec le monstrueux Alistair Overeem ou Branko Sikatic. Et bien sûr, le célèbre Max Gym de Mike Passonnière, qui verra exploser aux yeux du monde entier Melvin Manoef, un peu plus tard le terrifiant Badr Hari et Tyrone Spong. Le jeune Tyrone apprend donc dans un environnement extrêmement compétitif, le poussant à devenir toujours plus technique, puissant et redoutable dans le ring. Ses premiers sparring partners ne sont nul autre que les frères Overeem ou Gilbert Yvel, célèbres combattants de MMA. Il dédie très vite sa vie à ce sport, dans laquelle il performe et voit une porte de sortie de son milieu. Il combat dès son adolescence dans les circuits amateurs et acquiert une réputation de frappeur puissant. Il gagne d'ailleurs son premier fight à l'âge de 15 ans par KO. Il enchaîne plusieurs dizaines de combats et en 2001, alors âgé de 16 ans, il passe professionnel. Son premier est rugueux, difficile. Le jeune boxeur rentre dans la cour des grands et comprend immédiatement qu'il n'est plus un amateur. Il gagne à la décision après 5 rounds de guerre. Il enchaîne et commence à combattre régulièrement aux Pays-Bas et en Allemagne. Il affiche 9 victoires consécutives entre octobre 2002 et novembre 2003. Les circuits européens commencent à prendre très au sérieux le jeune Tyrone. Le 17 octobre 2004,
Il remporte le titre WKN Thai Boxing European en moins de 76 kg contre le Marocain Rafi Soufer grâce à de nombreux et terribles low kicks. Le 9 avril 2005, il gagne la ceinture WPKL des 72,5 kg contre le Marocain Mohamed Ouali. Le 3 décembre 2005, à Duisbourg, en Allemagne, il remporte le tournoi A1 Combat League en infligeant 3 KO le même soir à tous ses adversaires. Il devient de plus en plus prometteur aux yeux du grand public et des ligues mondiales du kickboxing. Son style très offensif, sa pression constante et son pouvoir de KO le font passer de jeune espoir à dangereux prospect. Il faudra attendre le 25 mars 2007 pour le voir perdre après 15 combats sans défaite, dont 11 KO ou KO techniques. La défaite n'atteint pas une seule seconde le mental du jeune Tyrone, car en 33 combats, il n'a perdu que 3 fois. Il fait partie de cette catégorie d'êtres humains qui avance face à l'adversité sans trembler, sans douter, avec la progression pour seul objectif. Le jeune athlète ne fait que croître mentalement, spirituellement et surtout physiquement. Avec son mètre 88, il est de plus en plus difficile pour lui de passer sous la barre des 80 kg. Plus les combats avancent et plus le jeune Tyrone monte de catégorie. Le 6 mai 2005, il remporte le titre vacant des 79 kg du Slam, une promotion néerlandaise. Puis le 26 janvier 2008, le titre WSCA en Cruiserweight, soit en moins de 86 kg qu'il défendra victorieusement en mars 2008, une nouvelle fois par une victoire par KO. Tyrone accumule les combats dans les circuits européens, gagne des titres secondaires et participe à des galas de renom comme It's Showtime, une organisation importante de l'époque. Il est extrêmement talentueux, mais encore trop jeune pour l'élite mondiale du kickboxing. En mars 2009, il participe au prestigieux K1 Grand Prix à Yokohama au Japon, dans la catégorie des poids lourds. Il affronte alors le redoutable combattant turc Gökhan Saki. Le combat est très serré. Les deux hommes possèdent un style quasi identique. À la fin du dernier round, c'est une égalité et comme le veulent les règles de l'organisation japonaise, ils doivent passer par un extra round afin de définir un vainqueur. Au son de la cloche, Tyrone remet la marche avant, cadre le turc, dicte le rythme et exprime toute l'agressivité de son style. Il domine et il ne reste qu'une minute avant de le voir couronner. Crochet du droit du turc, sur un contre. Tyrone s'écroule, se relève et titube. L'arbitre stoppe le fight. Défaite pour notre athlète. 3 mois plus tard, il affronte le néo-zélandais et dangereux Nathan Corbett dans un combat explosif. Corbett met KO Tyrone dans le round 3, lui faisant payer son pressing constant. L'arbitre relève Spong, le compte, et au moment où il le déclare perdant, incompréhension du côté de son adversaire, qui revient à la charge, lui asséner 2 violents crochets pour le finir. Le coin de Tyrone rentre dans le ring pour confronter Corbett, qui finira par s'excuser au micro et reconnaître qu'il n'avait pas compris la décision de l'arbitre et que son action n'était pas légitime. Le combat qui initialement était une défaite pour le Surinamais se transforme alors en no contest. Pas de gagnant officiel. Mais le public a vu, et Tyrone sait qu'il a perdu cet affrontement. Il rentre alors dans une période compliquée. Il enchaîne victoire de légende et défaite à la décision contre des monuments du pied-point. Tout d'abord Jérôme Le Banner en 2010 et son coéquipier Alistair Overeem lors des quarts de finale du K1 Grand Prix en 2010. Overeem remportera d'ailleurs le Grand Prix cette année-là. Quand vous jouez en sport collectif et que vous avez un match tous les week-ends, la défaite fait partie du jeu. Elle ne remet pas en question immédiatement la qualité du club, du staff, ni votre rémunération. En sport de combat, le système est totalement différent. Si vous perdez seul. Que vous soyez combatif ou non, on ne se souviendra que de votre défaite. Contrairement à la boxe anglaise professionnelle où les bourses de combat sont définies avant l'affrontement, en pied-point, si vous perdez, vous gagnez moins d'argent, avec lequel vous devez payer vos coachs, les préparateurs physiques, nutritionnistes, le camp d'entraînement et toutes les charges qui y sont associées. La remise en question est brutale et le doute qui s'installe dans votre tête peut définitivement vous faire perdre vos moyens sur le long terme. Vous vous préparez des mois durant, imposant à votre corps un rythme et des sacrifices importants pour être défait parfois simplement parce que vous affrontez plus fort que vous. Quand vous échouez, vous ne perdez pas juste un combat, vous perdez parfois sponsors, contrats et opportunités. Vous n'êtes pas seulement battu, vous êtes moins vendeur pour les organisations et par conséquent moins bien rémunéré.
La pression que vit un combattant professionnel n'est pas comparable avec un grand nombre de sports, même certains sports individuels. Tyrone, à ce moment de sa carrière, doit se réinventer, combler les failles, peaufiner son art et affûter ses armes les plus redoutables. Il rentre alors dans une ère mémorable qui le fera passer de redoutable combattant à légende vivante. Il enchaîne de mai 2011 à mars 2013 5 victoires impressionnantes contre le gratin du kickboxing mondial. Il bat ses légendaires compatriotes Melvin Manoev par décision, Peter Hertz par KO, et lors de ses débuts dans la nouvelle et de plus en plus célèbre organisation du kickboxing, le Glory, il combat et éteint la légende Rémi Bonjasky sur un sublime crochet. Tyrone arrive à son prime, galvanisé par les victoires et sa soif de combattre. Il s'adonne alors aussi au MMA. Il s'entraîne depuis quelque temps en Floride chez les Blackzilians auprès de ses amis Rashad Evans, qui est à l'UFC, Kamaru Usman et Alistair Overeem. Il combat au WSOF le 3 novembre et gagne par KO au premier round. Après ce fight, Ali Abdelaziz, le matchmaker de l'organisation et futur célèbre manager de Khabib Nurmagomedov ou de l'actuel champion welterweight de l'UFC Islam Makhachev, affirme que plus de 7 combattants ont refusé d'affronter Spong. Le néerlandais surinamais est dangereux. Il détruit ses adversaires en MMA et en pied-point. L'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, plus grande organisation mondiale de MMA, commence à s'intéresser à lui et lui propose un contrat lui imposant l'exclusivité sur le MMA, qu'il refuse. Il ne veut pas abandonner le kickboxing et veut continuer de démontrer qu'il fait partie de l'élite de ce sport. En parallèle, la célèbre organisation japonaise du K1 décline dans le monde entier, laissant place petit à petit au Glory. Les promoteurs essaient alors de créer des personnalités médiatiques dans le kickboxing, comme l'UFC le fait avec ses fighters. Tyrone Spong devient l'un des visages du kickboxing mondial, surnommé The King of the Ring. Un mini-documentaire du même nom voit le jour, le suivant dans ses entraînements, sa vie, son quotidien, dans une tentative d'en faire l'une des nouvelles figures emblématiques du sport. Lors d'un épisode, il casse d'ailleurs 2 dents du célèbre combattant de MMA Mohamed Lawal lors d'un sparring. L'histoire circule sur les réseaux et contribue à la réputation de Spong comme striker extrêmement dangereux. Mais rien ne communique plus fort que le ring. Le 22 juin 2012, New York City. Tyrone affronte en quart de finale du Slam Tournament des moins de 95 kg le néerlandais Michael Dute. Ce dernier affiche une confiance à la limite de l'arrogance. Il veut ajouter le scalp du King of the Ring à sa collection et prouver sa légitimité. L'ambiance dans la salle américaine est bouillante. Les 2 hommes ne se quittent pas des yeux et restent au centre du ring alors que l'arbitre tente de les séparer pour commencer le combat. La cloche sonne, les 2 hommes se jaugent. Très vite, un premier échange entre les 2 boxeurs, gauche-droite de Dute. Tyrone tombe et se relève. Il vient de se faire sonner mais n'est pas KO. L'arbitre relance, Michael fonce sur Tyrone, enchaîne une avalanche de coups de poing pour finir Spong, qui se protège et jauge la distance du bras gauche sans tomber, crochet large de Tyrone. Michael s'écroule, tente de se relever, s'appuie sur les cordes, retombe. C'est terminé. Le King of the Ring vient à nouveau de frapper. Le combat fait le tour des réseaux sociaux, devient l'un des KO les plus regardés et fait passer définitivement Tyrone Spong au rang de superstar. Je vous encourage grandement à regarder ce combat dès la fin de l'épisode pour revivre ce moment. Le même soir, il bat le Belge Philippe Verlinden en demi-finale et gagne par TKO face à Danio Ilunga en finale pour remporter la ceinture incontestée des moins de 95 kg du Glory. Tyrone est au sommet. Il retourne au WSOF combattre en MMA et gagne. Il revient dans le ring du Glory 11 quelques mois plus tard affronter son ennemi juré Nathan Corbett, alors reconnu comme le seul homme pouvant battre Tyrone Spong. Mais le King of the Ring n'est plus le même homme que lors de leur premier face-à-face. Terrasse le néo-zélandais sur un crochet au round 2. Vengeance. Le jeune Surinamais, parti des quartiers pauvres d'Amsterdam, est sur le toit du monde. Il passe d'adversaire en adversaire, détruisant chacun d'eux. Le combattant devient héros mythologique à l'instar d'Achille et Héraclès. Il participe de nouveau au tournoi des moins de 95 kg du Glory 15 le 12 avril 2014 à Istanbul.
Il est évidemment grand favori et passe la demi-finale lors d'une guerre de 3 rounds contre le Brésilien Saulo Cavallari, et retrouve un ancien adversaire en finale, le Turc Gökhan Saki. Ce dernier a gagné par KO contre Nathan Corbett au round 1 lors de sa demi-finale. Les deux adversaires savent que c'est une guerre qui les attend. La salle tremble sous la tension et l'aura de ces deux gladiateurs. Le combat est tout de suite très engagé, les boxeurs se rendent coup pour coup, avancent sans jamais laisser la place à l'autre d'imposer son style. Au bout d'une minute, Tyron déclenche un low kick jambe avant, puis un autre, jambe arrière. Son tibia se brise. Saki est sous le choc, et malgré la rivalité entre les deux hommes, il vient tout de suite auprès de Tyron le prendre dans ses bras et le soutenir. Ce dernier est abattu, ne montrant aucune douleur, réagissant froidement, avec stupeur. Il réalise en une fraction de seconde que tout est fini. Se briser un tibia n'est pas anodin en pied-point. C'est une blessure grave qui nécessite une longue convalescence. Même quand le corps est soigné, la blessure physique laisse place à la blessure mentale. Vos appuis sont différents, vous n'osez plus frapper comme avant de peur de rebriser votre os. Vous bloquez moins les coups, tout votre style et votre identité pugilistique changent. Tyron vit alors un drame. À Marcia. Lui qui était en haut de la pyramide du pied-point, dont le combat fait partie intégrante de son identité, voit sa carrière stoppée. Il subit dans la foulée une opération et reprend l'entraînement 6 mois plus tard, mais tout a changé. Une blessure aussi grave que celle-ci peut-elle radicalement changer l'homme ? Anagnoricis. Il prend une autre trajectoire, se spécialise sur la boxe anglaise. Il quitte définitivement le monde du kickboxing et commence à 29 ans une nouvelle carrière en boxe anglaise le 6 mars 2015. L'athlète, de par son Dutch kickboxing style, a toujours eu une appétence pour le noble art. Il gagne par KO son premier combat, puis enchaîne avec un autre 15 jours plus tard, nouveau KO. Puis continue ainsi sur 7 combats, tous gagnés avant la limite. Il est alors à l'affiche de nombreuses organisations mexicaines. Le King of the Ring gagne le titre WBC Latino Heavyweight le 7 octobre 2017 par KO une nouvelle fois, seulement 3 ans après cette terrible blessure et 2 ans après ses débuts en professionnel dans une nouvelle discipline. Nous prouvant que se réinventer est possible peu importe la tragédie. Tyron défend victorieusement 3 fois son titre. Il est alors annoncé contre les plus grands en boxe anglaise, dont le terrifiant poids lourd Andy Ruiz, qui a battu Anthony Joshua, ou Tony Oka, notre français. Mais les combats ne se font pas. En 2019, il affiche un bilan de 14 combats en boxe anglaise pour 14 victoires et 13 KO TKO. Le champion est toujours là, l'identité est intacte, mais le corps a subi inévitablement les affres du temps. Il se réessaye au MMA en 2022 contre un ancien combattant du Pride, un différentiel d'expérience et de gabarit trop important, et Tyron perd le combat par KO technique, livrant une performance médiocre, loin de l'image qu'il avait en kickboxing. Puis en karaté combat en 2025 à Dubaï, défaite aussi par KO. La tragédie de 2014 aura finalement eu raison du guerrier. Mais si une terrible blessure peut détruire une carrière, il ne détruit jamais celui ou celle que vous êtes. Tyron vit aujourd'hui à Boca Raton, en Floride. Il s'y est installé lorsqu'il s'entraînait avec le célèbre team de MMA Blackzilians. Il mène une vie discrète, paisible, loin de l'exposition publique d'antan, n'attachant aucun intérêt à la nouvelle génération qui se surexpose sur les réseaux et trash talk pour vendre des combats. Il vit une vie centrée sur ses enfants, sa femme Valérie qu'il décrit comme un pilier de sa vie, souhaitant avant tout être un champion dans la vie, pour eux, plus que dans le ring. Il passe le plus clair de son temps proche de ses animaux avec qui il a un rapport très particulier. Chiens, oiseaux, chevaux, reptiles, qu'il a su ancrer sur son corps ou dans son travail quotidien, préférant leur présence, le calme et être dehors. Il reste aussi très lié à son pays natal et dans les associations pour enfants, orphelinat et la collecte de nourriture ou de cadeaux pour les familles défavorisées, essayant d'être un champion du quotidien plutôt qu'un champion du ring, transmettant aux nouvelles générations sa passion et son savoir, lui, le héros mythique tombé au prime de sa carrière. Tragédie dans le récit dont seule la vie a le secret. Il nous rappelle que chaque jour est une opportunité et qu'elle peut être la dernière, qu'il faut chérir les victoires et les moments car personne n'est à l'abri de la Marcia. Peu importe que vous soyez champion du monde ou inconnu, une erreur tragique peut tout remettre en question et changer drastiquement notre parcours. Il est la preuve que l'on peut tomber, se relever, changer de trajectoire et avancer.
que votre corps peut se briser mais pas votre identité. La légende du King of the Ring demeurera à jamais éternelle. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur une légende vivante du pied-point. J'ai pour ma part suivi assidûment sa carrière, c'est donc un réel plaisir d'avoir pu narrer la vie de ce grand combattant. Bien sûr, tout n'a pas été raconté, et je vous invite grandement à regarder ses combats, les épisodes de King of the Ring, pour en voir davantage sur un athlète d'élite. Son parcours illustre parfaitement le mythe du héros tragique. Bien que sa carrière se soit très bien finie, bon nombre d'athlètes auraient pu prétendre à représenter ce concept. Ça nous rappelle la fragilité de l'instant et l'importance d'en savourer chaque moment. Personne n'est à l'abri de commettre une erreur et de changer radicalement sa trajectoire. Il est donc important de toujours choisir en conscience, être le plus impossible et ne pas se laisser griser par la réussite, l'argent ou autre. Ce que vous possédez aujourd'hui peut disparaître demain. Après tout, la roche sur laquelle on s'écrase est souvent celle que l'on escalade. Si ce podcast vous a plu, je vous laisse vous abonner sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, me rejoindre sur Instagram et autres plateformes, likez, commentez, partagez, merci du soutien et à très vite dans Éternel.